Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Un début de semaine qui s'accompagne du retour en principauté de la princesse Charlène. Après de longs mois passés en Afrique du Sud en raison de problèmes ORL, elle a été accueillie au palais par sa famille. Le monde de la haute horlogerie s'unit pour faire avancer la recherche sur la myopathie de Duchenne. À l'initiative de Luc Pétavino, l'opération Only Watch organise une vente aux enchères de montres toutes créées pour l'occasion. L'édition 2021 a eu lieu ce week-end à Genève. Une équipe de Monaco Info y assistait. C'est une belle success story made in Monaco et que la crise n'a pas freiné, bien au contraire. L'application Carlo qui récompense vos achats s'exporte et surtout ne cesse d'étendre son réseau d'usagers. L'un de ses responsables, Kylian Boursier, sera notre invité. Dans l'actualité sportive, pêle-mêle, la défaite de la Roca-Team hier face à Bourg-en-Bresse, le match nul 0 partout face à Reims, il s'agit là de football, et la 5e place de Charles Leclerc au Grand Prix de Formule 1 de Mexico, sans oublier le grand retour du cross du Larvoto, avec, vous le verrez, beaucoup de jeunes au départ. Et puis, reportage dans ce journal autour du ciné-concert donné ce week-end, la découverte de la musique pour les enfants à travers un film de Buster Keaton. Je vous le disais en titre, la princesse Charlène est de retour. Après plusieurs mois en Afrique du Sud, elle est arrivée ce matin au Palais Princier. Avant de rejoindre la cour d'honneur, elle avait été accueillie à l'héliport par son époux, le prince Albert II, par leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, ainsi que par sa belle-sœur, la princesse Stéphanie. Des retrouvailles heureuses et vous le découvrez sur ces images. Un petit nouveau rejoint la famille. La princesse Charlène n'est pas rentrée seule. Elle était accompagnée d'un chien, il s'appelle Cannes et c'est un Rhodesian Ridgeback, reconnaissable par la crête dorsale qui caractérise cette race. Nous vous emmenons maintenant en Suisse, un pays dont la réputation horlogère n'est plus à faire. Ce n'est donc pas un hasard si les organisateurs d'Only Watch y organisent leur vente au profit de l'association monégasque contre les myopathies. Émilie Rousseau, vous avez suivi cet événement pour nous à Genève, un événement placé sous le haut patronage du prince Albert II. Oui, c'est lors d'une semaine marquée par plusieurs ventes importantes dans le monde de l'horlogerie qu'Only Watch a eu lieu. Il faut savoir que ce rendez-vous incontournable est très prisé par les collectionneurs qui s'arrachent de très belles pièces. Il ne faut pas oublier non plus l'importance de cet événement caritatif. Vous allez comprendre pourquoi dans ce reportage réalisé avec Olivier Bonello. Si ces montres ont chacune quelque chose de spécial, elles sont avant tout uniques, ce qui font d'elles des pièces très prisées. Elles ont toutes été conçues pour la vente aux enchères Only Watch. Depuis 2005, Luc Pétavino, le fondateur de cet événement, a réussi à fédérer le monde de la haute horlogerie pour l'accompagner dans sa démarche. On a travaillé avec passion derrière ce projet et faire une pièce unique, c'est justement la recherche, le développement, le design et on sait qu'on n'en fera qu'une, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas plus motivant que ça. Après avoir été présenté à Monaco, Singapour ou encore Tokyo, il était temps pour ces montres de trouver leur futur propriétaire, le plus offrant. Samedi, 800 personnes étaient au Palexpo de Genève pour espérer décrocher les plus belles pièces sous le marteau de Christie's. Au tableau, les chiffres grimpent, les mains se lèvent, les enchères s'affolent. 53 lots étaient mis en vente, 5 auront dépassé le million d'euros, comme cette Audemars Piguet partie à 3 millions d'euros, cette mécanique François-Paul Journe, pensée par le réalisateur Francis Ford Coppola, adjugée pour plus de 4 millions. La pièce la plus convoitée a été cette horloge de bureau Patek Philippe, acquise pour 9 millions d'euros. Au total, l'événement aura permis de récolter plus de 28 millions d'euros, une somme reversée à 99% à l'association monégasque contre les myopathies. C'est improbable, c'est heureux et je mets évidemment le pendant de ces 30 millions pour moi, ça veut dire continuer l'indépendance avec les projets de recherche. Cette indépendance et cette liberté dans la vie n'a pas de prix. Ça a permis à nos chercheurs ou aux chercheurs que nous soutenons de travailler avec de la quiétude, de l'énergie et puis une conviction, une information qui disait on peut aller très loin parce que tout un secteur d'activité et des donateurs vont nous accompagner pour que nous allions vers les thérapies. Au début d'Only Watch,
Les scientifiques n'étaient qu'au stade de la recherche fondamentale sur la myopathie de Duchenne, maladie génétique qui touche l'ensemble des muscles de l'organisme. Ces différents apports financiers ont permis d'aller plus loin. C'est une énorme avancée parce que on a très longtemps pensé que les maladies génétiques, qui sont des maladies dues à une anomalie qui est présente dès la conception et à la naissance, que ces maladies seront extrêmement difficiles à accessibles à un traitement. Et là, pour la première fois, on a réussi à élaborer des stratégies extrêmement complexes, très difficiles, mais qui ont un très fort potentiel d'action. Et prochainement, des enfants et des jeunes adultes atteints de la myopathie de Duchenne pourront bénéficier de cet essai clinique. Il faut savoir que cette maladie génétique touche un garçon sur 3500 à la naissance. Et en 15 ans d'Only Watch, ce sont plus de 100 millions d'euros qui ont contribué à faire avancer la recherche. À noter également que la Richard Mille Charles Leclerc a été vendue pour 2 millions d'euros. L'heureux acquéreur aura la chance de pouvoir rencontrer le pilote monégasque lors du prochain Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Le gouvernement l'a annoncé, la prime de Noël des employés du secteur public pourra cette année encore être dépensée via l'application Carlo, un geste qui permet de soutenir le commerce local. Et il faut dire qu'en quelques mois, ce concept de cashback immédiat a pris de l'ampleur. Avant de recevoir l'un des responsables de l'application Carlo, une équipe de Monaco Info s'est rendue chez les tout premiers commerçants monégasques à avoir adhéré au système pour dresser avec eux un bilan d'étape. C'est un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Carlo a véritablement révolutionné les achats en principauté. Les premières boutiques ayant adopté l'application depuis son lancement peuvent dresser un bilan des plus positifs. On était un des premiers clients chez Carlo et je dois dire dans les années passées, dans les mois passés, ça a beaucoup augmenté la fréquentation des clients avec Carlo. Ça représente en ce moment environ 38% de notre clientèle qui paye déjà avec Carlo. Pour nous, commerçants, ça crée une fréquentation. Il y a vraiment maintenant une motivation pour le client de passer au commerce de proximité. La prime exceptionnelle du gouvernement princier sera à nouveau versée sur l'application mobile Carlo, une aubaine pour les commerçants monégasques qui adhèrent à l'application. Ça va bientôt faire un an qu'avec la prime qui a été distribuée, Carlo a explosé. C'est vrai que cette prime y a fait beaucoup. Et puis les gens ont compris que c'était intéressant parce qu'il y avait énormément de commerces qui l'avaient. Et donc que c'est un intérêt de faire ces achats à Monaco. Enfin, même ceux qui n'ont pas eu la prime, qui ont Carlo, donc viennent faire des achats également. Au mois de décembre dernier, où il y a quand même eu un chiffre assez important, puisque personnellement, c'était 50% de plus que 2019. Grâce à Carlo, consommer dans les commerces de la principauté rythme désormais le quotidien des résidents et des travailleurs. Un bilan unanime donc, le City Manager de l'application Carlo est avec nous. Bonsoir Kylian Boursier. Bonsoir. On l'a entendu, le bilan côté usager est ultra positif. Alors nous, on en est vraiment ravis, donc c'est l'objectif, on travaille là-dessus tous les jours, du coup c'est une sorte d'accomplissement pour nous d'avoir ces retours de la part des utilisateurs. L'annonce du gouvernement de renouveler la prime de fin d'année des employés du secteur public sous la forme de bons d'achat est un nouveau booster important pour l'application Carlo. Alors oui, tout à fait, donc l'année dernière on a réussi à bien délivrer ce projet. Donc c'est sûrement ce qui a emmené cette année le renouvellement de l'opération avec le gouvernement pour distribuer les primes de fin d'année aux fonctionnaires. Donc on en est ravis, on va tout faire pour qu'ils soient aussi ravis cette année. De notre côté, on a travaillé pour diversifier encore plus les catégories dans lesquelles les utilisateurs vont pouvoir dépenser leurs primes. Aujourd'hui, plus de 25 catégories, 320 commerces. Donc on espère qu'ils trouveront de quoi se faire plaisir en ces fêtes de fin d'année. Peut-on rappeler les modalités pratiques qui entourent l'utilisation de ces bons ? Alors oui, c'est simple. En fait, l'utilisateur reçoit une feuille sur laquelle il a son code top-up. Il télécharge l'application, rentre son code top-up à l'intérieur de l'application. Tout est bien sûr détaillé sur la feuille qu'il reçoit. Ensuite, il se voit créditer la somme de sa prime et il peut aller la dépenser simplement chez tous les commerçants partenaires. Comment l'application Carlo a-t-elle évolué depuis sa création ? Alors au début, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de manuels qu'aujourd'hui. On a travaillé un maximum sur l'automatisation. Aujourd'hui, nous sommes une application de paiement.
Du coup, les utilisateurs ont leur carte de crédit qui est enregistrée ou un code top-up avec un solde de cashback qu'ils peuvent dépenser, comme dans le cas des fonctionnaires. Et en fait, c'est très simple, l'utilisateur scanne le QR code et peut directement aller payer chez le commerçant, en sachant qu'on essaie toujours d'apporter de nouvelles fonctionnalités, comme notamment le partage de paiement qui a été rajouté. Et là, on travaille sur une nouvelle expérience utilisateur qui va être lancée d'ici peu. Donc, soyez prêts pour la télécharger. Oui, lorsque vous parlez de partage, il y a notamment la fonctionnalité au restaurant, la possibilité de partager la note. Tout à fait. Donc, il y a le partage de paiement qui peut permettre à des utilisateurs de diviser la note, par exemple, lorsqu'ils sont au restaurant, mais aussi la demande de paiement à distance qui permet aux utilisateurs de pouvoir régler directement depuis chez eux. Donc, si le commerçant décide de faire un achat à distance ou décide de faire une livraison pour un client, le client peut directement payer chez lui grâce à la demande de paiement à distance. Bon, j'imagine que face au succès de l'appli, au départ, c'est vous qui démarchiez les commerçants. Maintenant, c'est eux qui viennent vers vous? Alors, on fait les deux. Il y en a qui viennent vers nous. On continue, nous, à faire du démarchage et du porte-à-porte. Mais du coup, voilà, ça se répartit vraiment entre les deux. Des gens qui viennent vers nous et nous qui allons vers eux. Aujourd'hui, nous sommes à 320. Et on est toujours en train, pour vous dire, aujourd'hui, on va encore en installer un nouveau. Donc, notre but, c'est de toujours faire en sorte d'avoir de nouveaux commerces et de proposer un maximum de catégories à nos utilisateurs. Et le concept fonctionne tellement bien qu'il s'est déjà exporté à l'étranger, c'est cela? Alors oui, vous l'avez déjà entendu. Officiellement, on a lancé depuis la semaine dernière notre lancement à Valladolid, donc une ville en Espagne. Et voilà, on va essayer de répliquer le même projet qu'ici, dans cette ville. Pourquoi Valladolid? Parce que en fait, la ville correspond vraiment aux critères qu'on souhaite. C'est une ville de taille moyenne, avec des commerçants et un centre-ville qui fait à peu près les mêmes proportions que Monaco. Donc maintenant qu'on a vraiment pris les retours de notre ville pilote du coup, qui est Monaco, on a décidé que c'était le moment pour nous de pouvoir se lancer là-bas. Et plus généralement, quelles sont vos perspectives de développement? Je rappelle que vous appartenez au réseau de start-up Monacotech. Tout à fait, donc on a cette chance-là de pouvoir faire partie des startups de Monacotech. Et notre but, bien sûr, c'est de continuer notre expansion. Donc étape par étape, on va prendre notre temps. Déjà délivrer l'opération avec le gouvernement pour ce Noël et ses fêtes de fin d'année. On a aussi fait des partenariats avec des entreprises privées, donc des B2B, pour récompenser leurs employés sur Carlo. Donc pour les commerçants, ça fera encore plus de portefeuille local à dépenser à Monaco. Et d'autre part, on va aussi continuer notre développement dans d'autres villes. Donc du coup, le commencement avec Valladolid en Espagne. Un dernier chiffre peut-être pour conclure cet entretien et qui souligne la réussite de l'application Carlo. C'est combien, quel montant de transactions depuis sa création? Alors depuis sa création, plus de 13,5 millions d'euros ont été dépensés au travers de Carlo, ce qui a généré à peu près 900 000 euros de cashback. Donc c'est juste les récompenses correspondent à 900 000 euros de cashback qui vont devoir être redépensés chez nos commerces partenaires. Voilà, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Kylian Boursier, merci d'avoir répondu à nos questions alors que le gouvernement a annoncé le renouvellement du versement de la prime de fin d'année des employés du public sous forme de bons cadeaux utilisables via l'application Carlo. Merci, au revoir. Le chapitre sportif de ce journal est, comme chaque lundi, beaucoup de résultats. On débute par de la Formule 1 et le Grand Prix du Mexique qui était de retour ce week-end. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Annulé l'an dernier pour cause de pandémie, le Grand Prix du Mexique a fait son grand retour à guichet fermé et c'est Max Verstappen qui s'impose devant son rival Lewis Hamilton pour le titre mondial. Charles Leclerc maximise les points, 8e en qualification. Le Monégasque se disait très déçu de ce samedi qu'il ne jugeait pas assez bon, mais il a su remonter petit à petit dans la lutte jusqu'à la 5e position, ce qui permet d'avancer au championnat pilote. Charles Leclerc continue donc d'offrir de bons points à son équipe. Prochain rendez-vous F1 le dimanche 14 novembre à l'occasion du Grand Prix du Brésil. En basket, la Roca Team s'est laissée dépasser à Bourg-en-Bresse. Oui, semaine difficile décidément pour la Roca Team. Monaco n'a pas réussi à se mettre dans le droit chemin sur le parquet de Bourg-en-Bresse. Après la défaite de vendredi en Grèce, les hommes de Mitrovic se sont inclinés 88-63 lors de cette 7e journée du championnat de Betclic Elite. Football à présent, l'AS Monaco FC se déplaçait à Reims ce week-end.
Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 et pour son dernier match avant la trêve internationale, les Monégasques avaient pour objectif de relever la tête après le revers concédé sur la pelouse de Brest. Eh bien, c'est chose faite car cette rencontre a été largement dominée par les Rouges et Blancs, mais qui s'est soldée par un match nul 0-0. Les hommes de Niko Kovac prennent un point à Reims, prochaine échéance et qui sera d'envergure avec la réception de Lille, champion de France en titre le vendredi 19 novembre au Stade Louis II. Et enfin, Vanessa, une belle performance pour Laura Gramaglia au sein du team EFG Monaco. La jeune athlète a réalisé l'exploit en terminant à tout juste 17 ans la course équestre la plus difficile au monde sur 200 km. La Monégasque se classe à une excellente 7e position. Prochain rendez-vous pour Laura Gramaglia et Raya de Gallone, les 100 km à Port-Saint-Louis-du-Rhône, le 27 novembre ou à Santa Susana en Espagne, dans la course d'endurance internationale 2 étoiles sur 140 km, course sur 2 jours, les 4 et 5 décembre prochains. Toujours dans le domaine sportif, l'un des rendez-vous de l'année en course à pied, le Cross du Larvoto, a réuni près de 250 coureurs dimanche matin, sous une météo pour le moins capricieuse. Frédéric Elion et Lionel Bernardi y étaient. Délocalisé à Fontvieille en 2019, annulé pour cause de Covid en 2020, le Cross du Larvoto faisait son grand retour dimanche sur le site historique du Larvoto. Le parcours a été légèrement modifié pour cette édition avec un tronçon plus long sur la plage, 500 mètres par tour sur le sable, contre 200 auparavant, et une partie escalier à grimper en fin de boucle. Environ 6 km d'effort au total et 4 tours à parcourir. Près de 250 coureurs ont participé à l'événement, avec un beau doublé pour le Menton Marathon Athlétisme. Une victoire de Pierre Poteau en 20 minutes 55 chez les hommes et de Julie Romera chez les filles en 19 minutes 22. C'est toujours une satisfaction, gagner une course à Monaco, c'est toujours emblématique. Je suis parti en tête. Après, voilà, dès que j'ai foulé le sable, j'ai vu que c'était horrible. C'était vraiment, on dirait que les baskets pesaient 1 tonne. Donc du coup, là, j'essaie de maintenir l'allure sur le sable et faire des relances que sur le bitume. Je suis partie un petit peu comme ça. C'était plus un entraînement qu'une course aujourd'hui, parce que l'objectif c'est plus le Giro au mois de décembre. Je suis super contente. Je pensais pas du tout la gagner ce matin parce que je sors de grossesse. Donc voilà, c'est mon petit bébé à 5 mois et voilà, ça fait plaisir déjà de remettre un dossard après la grossesse, après le Covid. Donc non, ça fait beaucoup de bien. Belle prestation d'ensemble des membres de l'AS Monaco Athlétisme avec 5 coureurs dans le top 15 au scratch et de nombreux podiums dans les catégories jeunes. Ça fait très plaisir franchement, surtout de faire un podium. Là je suis en pleine période d'entraînement pour préparer d'autres compétitions 2022. Donc j'ai fait ça en entraînement, mais après ça fait vraiment plaisir parce que la dernière fois qu'on a vu une course à Monaco c'était pour l'Hercules. Donc ça fait du bien, il y a vachement de monde. La pluie elle a commencé à venir au début, du coup après ça a été très bien. Et parcours vraiment compliqué. Un nouveau parcours, donc c'est vraiment très dur la plage. Il est normal que pour le club, les représentants du club soient présents et essayent de briller. Et c'est vrai qu'on est toujours très fiers de nos représentants. On souligne également la participation toujours très active des clubs italiens et on en est très satisfait. Une grande partie des coureurs présents sur le Cross du Larvoto se retrouvera le 12 décembre pour le Giro dei Natali. Nous poursuivons ce journal avec les autres informations du jour. Pierre Dartout, le ministre d'État, s'est rendu ce matin dans les nouveaux locaux de la délégation interministérielle chargée de la transition numérique. Vanessa. Disposant d'un plateau de 1600 m², la DITN ainsi que les 3 directions qui lui sont rattachées sont désormais réunies sur un site unique, à la pointe en matière de sécurité et d'équipement. À mi-chemin entre la culture des entreprises numériques et de l'administration, cette nouvelle structure a pour vocation d'embellir l'ensemble des services de l'État ainsi que les partenaires publics et privés. Un rappel avec le déjeuner de l'Amicale des aînés monégasques. Un déjeuner sera offert aux membres d'honneur de l'Amicale des aînés monégasques, les personnes âgées de plus de 80 ans. L'événement aura lieu le samedi 4 décembre à 12h30 au restaurant de l'Automobile Club. Le pass sanitaire est obligatoire. Les adhérents désirant y participer sont invités à se faire inscrire sur présentation de leur carte de membre ce mardi 23 novembre de 14h30 à 17h au foyer Régnier 3.
Une belle récompense pour le jardin exotique de Monaco qui a été désigné comme l'un des plus beaux jardins du monde. Dans l'édition 2021, le prestigieux guide Ulysse met un coup de projecteur sur les 150 plus beaux espaces verts à découvrir aux quatre coins du monde. Le jardin exotique est reconnu comme l'un des plus beaux jardins du monde et lieu incontournable à visiter. Les touristes, tout de même, devront attendre encore un peu car d'importants travaux de sécurisation et de consolidation sont en cours. La réouverture est prévue à horizon 2022. Il faudra donc encore patienter un petit peu. C'est une jolie façon de faire découvrir et apprécier la musique classique aux plus jeunes, le ciné-concert. Dimanche, de nombreuses familles ont ainsi assisté à une mise en musique du film de Buster Keaton, Sherlock Junior, et dans l'assistance, il y avait également José Sacré et Serge Prémont. Élu artiste instrumental de l'année 2020 aux Victoires de la musique, le pianiste Paul Lai donne des concerts dans le monde entier. Dimanche 7 novembre à Monaco, il était l'invité d'un ciné-concert où il a improvisé en direct sur un film de Buster Keaton avec Buster Keaton, Sherlock Junior. Quel est le rôle du musicien qui accompagne un film muet? Doit-il souligner nécessairement l'action ou pas? Ou doit-il jouer contre ça? Et c'est ça que j'aime bien m'amuser à faire, c'est-à-dire que je ne cherche pas nécessairement à amplifier l'action, le gars qui tombe, il glisse sur la peau de banane. Est-ce que je veux, lorsqu'il tombe, le souligner musicalement? Pas forcément. Donc jouer aussi avec l'espace, ça qui est très intéressant, jouer avec les silences. Là, vous vous effacez aussi un peu devant l'image. Il ne faut pas que vous envahissiez l'image, c'est un acte d'humilité. Je dois beaucoup en fait aux aînés avec qui j'ai travaillé, aux gens de l'ancienne génération. Et moi, j'ai eu l'occasion, quand j'avais 18-20 ans, de faire le métier. C'est-à-dire que je commençais à développer mes choses personnelles, mais j'ai eu l'occasion de beaucoup accompagner des chanteurs, des chanteuses, des saxophonistes, des trompettistes, Éric Lelanne, Michel Portal, Ricardo Delfra. J'ai eu la chance pour quelques moments très précis, d'accompagner Wynton Marsalis. Il y a des gens comme ça qui m'ont inspiré et surtout où j'ai appris que le boulot du pianiste, dans certains contextes, c'est vraiment de s'effacer, de se mettre au service de la musique en gros, quoi, et de faire en sorte qu'il y ait, c'est très démocratique, et qu'il y ait une force collective qui se développe, quoi. Donc oui, faut savoir où on est à quel moment et servir au mieux la musique. Passons aux prévisions météo pour la journée de mardi, Vanessa. Peu de changements sont à prévoir ce mardi. Une belle journée nous attend avec quelques passages nuageux dans l'après-midi. Les températures resteront de saison entre 12 et 18 degrés. Le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 17h13. Et nous fêterons les Théodores. Merci Vanessa, ainsi se referme ce journal. Nous vous retrouverons toutes les deux demain à 19h pour une nouvelle édition. Et pour se quitter, ces superbes clichés nocturnes de la foire attraction pris par Michael Alési. Passez une belle soirée, à demain.